Ils arrivèrent du nord, au-dessus des collines bleu-verdâtres de Kahuku Point à Oahu. En vague constante, 181 chasseurs, bombardiers en piqué et avions torpilleurs japonais traversèrent l'île en direction de leur cible. Il était 7h40 du matin, le 7 décembre 1941, et la force aéronavale la plus moderne, la mieux entraînée et la plus meurtrière du monde se ruait vers Pearl Harbor et les aérodromes voisins d'Ewa, Camfield et Kaneohe. Dans la rade encombrée de Pearl Harbor se trouvaient 96 navires de la flotte du Pacifique sous le commandement de l'amiral Husband E. Kimmel. La flotte se trouvait à Hawaï depuis mai 1940, conçue comme un prétendu moyen de dissuasion contre toute tentative japonaise d'attaquer les possessions britanniques et hollandaises du sud-est asiatique. Son précédent commandant, l'amiral James O. Richardson, avait considéré cette décision comme une folie. En cas de guerre, la flotte devrait de toute façon retourner sur la côte ouest pour atteindre une pleine efficacité de combat, car c'est là seulement qu'elle disposerait des installations logistiques, de réparation et d'entraînement nécessaires. De plus, la longue séparation d'avec leurs familles avait affecté le moral des équipages, et les Japonais, parfaitement informés, savaient que cette flotte n'était pas réellement prête à combattre. Les protestations de Richardson furent si insistantes qu'il finit par être relevé l'année suivante et remplacé par Kimmel. Les navires, cependant, restèrent à Pearl Harbor. Ce dimanche matin-là, tous les cuirassés de la flotte du Pacifique, sauf le Colorado, se trouvaient dans le port. Les porte-avions Lexington et Enterprise, avec leurs croiseurs et destroyers d'escorte, étaient en haute mer, livrant des avions aux îles Wake et Midway. Sur les aérodromes proches de Pearl Harbor, près de 400 appareils de l'armée, de la marine et du corps des marines reposaient alignés, aile contre aile, une disposition pensée pour faciliter la surveillance contre d'éventuels saboteurs, non contre une attaque aérienne massive. Hawaï était considéré comme le bastion le plus solide des États-Unis dans le Pacifique. Le chef d'état-major de l'armée, le général George C. Marshall, l'avait décrit au président Roosevelt en mai 1941 comme la forteresse la plus puissante du monde, capable d'attaquer avec son aviation toute force ennemie à 750 milles de distance, intensifiant les frappes jusqu'à 200 milles et présentant à l'envahisseur plus de 35 000 hommes appuyés par l'artillerie côtière et anti-aérienne. Dans les débats entre les commandements de l'armée et de la marine, la possibilité d'une attaque japonaise était fréquemment évoquée, mais elle restait finalement jugée peu probable, presque fantastique. Ce sentiment d'immunité était renforcé par les rapports de renseignement qui, durant l'automne 1941, insistaient sur le fait que le Japon préparait des mouvements contre les possessions britanniques et hollandaises du sud-est asiatique et contre les Philippines. Peu de gens pensaient que Tokyo pourrait attaquer Pearl Harbor simultanément. En outre, comme l'avait noté Richardson, cela ne semblait même pas nécessaire. La flotte du Pacifique, puissante sur le papier, n'était pas en état de disputer au Japon le contrôle des eaux qu'il souhaitait dominer. Depuis août, un système de radar d'alerte précoce avait été installé, mais il ne fonctionnait encore qu'à temps partiel. Le signal-corps, chargé de l'instruction, résistait à céder le contrôle aux corps aériens de l'armée, responsables des opérations permanentes. L'horaire prévu établissait que les radars fonctionneraient entre 4h et 7h du matin. Ce jour-là, cependant, la station d'Opana, près de Kahuku Point, ne fut pas déconnectée exactement à l'heure fixée et, à 7h02, l'opérateur détecta une grande formation d'avions à 137 miles au nord d'Oahu. Il appela immédiatement le centre d'information du service d'alerte aérienne de l'armée. L'officier de service, le lieutenant Kermit Tyler, interpréta le signal comme le vol des B-17 en provenance du continent attendu ce matin-là et rassura l'opérateur. Il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Tyler était pilote de chasse, sans expérience comme contrôleur ni dans les systèmes d'alerte aérienne, et ce matin-là, il n'était accompagné que d'un téléphoniste. Il n'y avait aucun personnel de liaison de la marine, des marines ou du commandement du bombardement pour aider à évaluer la menace. Au poste de contrôle du port, dans le bureau des opérations du 14e district naval, le lieutenant Harold Kaminski faisait face à un problème similaire. À 6h53, il avait reçu un message du destroyer USS Ward, de garde à l'entrée de Pearl Harbor. Le navire affirmait avoir attaqué un sous-marin dans une zone où aucun sous-marin ne devait se trouver. Kaminski, également seul avec un opérateur téléphonique et de multiples instructions d'alerter différents commandements en cas de problème, commença à appeler peu avant 7 heures.
Il contacta le chef d'état-major qui demanda une confirmation supplémentaire au Ward et transmit l'affaire à l'amiral Kimmel et à l'amiral C.C. Bloch, commandant du district naval. Tous deux décidèrent d'attendre la confirmation définitive du destroyer avant d'agir. À 12 000 pieds au-dessus d'Oahu, le commandant Mitsuo Fuchida observait les cuirassés américains, amarrés par paire près de Ford Island, et s'étonnait de la compacité de la formation. Il avait vu des concentrations de flotte à Kiel, Brest, et lors des propres défilés japonais devant l'empereur, mais jamais des navires de guerre ancrés à des distances aussi réduites les uns des autres. À 7h53, Fuchida transmit à la force d'attaque japonaise le message clé « Tora, Tora, Tora », le signal que la surprise avait été totale. Les bombardiers en piquaient et les chasseurs se ruèrent sur les aérodromes. Les avions torpilleurs, appuyés par des bombardiers de haute altitude et en piqué, se concentrèrent sur les cuirassés. À bord du West Virginia, l'enseigne de vaisseau Roland Brooks confondit la première explosion avec un incendie interne sur un navire voisin et ordonna immédiatement « Équipe d'incendie et de sauvetage à vos postes ». Sans le vouloir, son erreur mit l'équipage en mouvement avant que les torpilles et les bombes n'atteignent pleinement le navire. Celui-ci subit de graves dommages, mais évita de chavirer et se posa droit sur le fond peu profond avec moins de pertes que l'on aurait pu craindre. D'autres cuirassés n'eurent pas autant de chance. L'Arizona fut atteint par une pluie de bombes, dont l'une pénétra jusqu'au magasin de munitions avant et le fit exploser, tuant ou noyant plus de 80% de son équipage de plus de 1500 hommes. L'Oklahoma reçut presque simultanément 3 torpilles et se renversa jusqu'à chavirer, entraînant au fond plus de 400 marins. Le California, avec les portes étanches ouvertes en prévision d'une inspection, fut atteint par 2 torpilles. Les cloisons, mal scellées, ne purent contenir l'eau entrant par la grande brèche de la coque. Dans la plupart des navires, de nombreux officiers supérieurs se trouvaient à terre en raison du week-end. Au milieu du vacarme, des colonnes de fumée et du feu du pétrole en flammes, ce furent les officiers les plus jeunes qui assumèrent la majorité des responsabilités de commandement. Sur le Nevada, l'enseigne J.K. Taussig, fils de marin, parvint à mettre le navire en mouvement en 45 minutes, une manœuvre qui exigeait normalement 2 heures et demie et l'aide de 4 remorqueurs. Sous le commandement du capitaine de corvette Francis J. Thomas, avec les batteries antiaériennes dirigées par Taussig et un autre enseigne, le Nevada avança dans le chenal et finit volontairement échoué près de l'extrémité sud de Ford Island. Tandis que le mouillage de la flotte était ravagé, d'autres avions japonais attaquaient les bases aériennes de l'armée, de la marine et des marines. À la base d'hydravions de Kaneohe Bay, presque tous les Catalina furent détruits en 2 vagues de bombardements en piqué. À Bellows, Wheeler et Hickam, les avions stationnés si proches auraient eu besoin d'au moins 4 heures pour être prêts au décollage. En quelques minutes, chasseurs et bombardiers ennemis mirent hors de combat la majorité de ces appareils et endommagèrent sérieusement les hangars. La base aérienne des Marines à Ewa subit le même sort. Tous les chasseurs Wildcat, sauf 2, furent détruits et les chasseurs japonais eurent champ libre pour mitrailler casernes, hangars et toute cible qui se présentait. En plein milieu de l'attaque, 12 B-17 en provenance du continent apparurent au-dessus de Hickam, les mêmes que le radar d'Opana avait détectés. Pour alléger le poids lors du long vol, ils voyageaient sans munitions et avec leurs mitrailleuses démontées. À court de carburant, pris pour cible par des chasseurs japonais et confondus avec des avions ennemis par certaines batteries américaines, leurs pilotes réussirent à atterrir sur une piste couverte de débris et en flammes. Vers 8h30, une brève accalmie se produisit lorsque la première vague japonaise se retira. Les défenseurs profitèrent de ces minutes pour improviser de nouvelles positions. La seconde vague, composée de 80 bombardiers en piqué, 54 bombardiers de haute altitude et 36 chasseurs, arriva autour de 9h et rencontra une résistance anti-aérienne beaucoup plus intense. Dans cette seconde attaque, les Japonais perdirent 6 chasseurs et 14 bombardiers en piqué, plus du double des appareils détruits lors de la première phase. La seconde vague se concentra sur les navires les moins endommagés. Le cuirassé Pennsylvania, en cale sèche, reçut l'impact d'une bombe de faible puissance, mais les destroyers Cassine et Downs, dans la même installation, furent presque détruits.
Dans une cale flottante voisine, une bombe arracha l'étrave du destroyer Shaw. Vers 10 heures du matin, les assaillants se retirèrent définitivement, laissant 6 cuirassés coulés ou en train de couler et 2 autres cuirassés, 3 destroyers et 3 croiseurs endommagés. Près de 3600 hommes étaient morts ou blessés. Des colonnes de fumée noire s'élevaient à des centaines de mètres au-dessus du port, tandis que le pétrole en flammes recouvrait une partie de la surface et que les équipes de sauvetage travaillaient désespérément pour dégager ceux qui étaient encore piégés dans les coques inondées. Sur les aérodromes, les équipes luttaient contre les flammes et dégageaient les décombres pour libérer de la place pour les décollages. 180 avions avaient été détruits et 128 autres endommagés. À Ewa et Kaneohe, il ne restait plus un seul appareil en état de voler. Plus tard, un petit groupe d'avions de l'armée et de la marine parvint à décoller de Hickam pour rechercher la force d'attaque japonaise qui s'éloignait déjà vers le nord, hors de leur portée. Cet après-midi-là, à Washington, le président Roosevelt se réunit avec ses conseillers militaires tandis que parvenaient des nouvelles d'attaques japonaises contre Guam, Wake, Hong Kong, Singapour et d'autres points du sud-est asiatique. Avec le secrétaire d'État Cordell Hull, le secrétaire à la marine Frank Knox, le secrétaire à la guerre Henry L. Stimson et les chefs militaires présents, il lut une ébauche de message au Congrès sollicitant une déclaration de guerre. Le lendemain, vers midi, des millions d'Américains écoutèrent à la radio son discours de 6 minutes. Moins d'1 heure plus tard, le Congrès approuvait la déclaration de guerre contre le Japon avec une seule voix dissidente. Bataille de la mer de Corail, 1942. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait exactement ce que l'amiral Nimitz s'attendait à trouver dans la mer de Corail. Certains interprètent qu'il cherchait d'urgence à arrêter l'avancée japonaise vers l'Australie. D'autres suggèrent qu'il espérait un affrontement décisif contre la flotte japonaise de porte-avions. Dans tous les cas, il avait pleinement confiance que la supériorité dans l'initiative et dans la capacité du personnel américain, ainsi que la qualité de l'équipement, donnerait un avantage à ses forces. Le contexte stratégique était complexe. Bien que Port Moresby relevât du théâtre du sud-ouest du Pacifique, commandé par MacArthur, les porte-avions appartenaient à la flotte du Pacifique sous le commandement de Nimitz. Ainsi, MacArthur devait fournir un soutien aérien depuis la terre pour une opération navale sur laquelle il n'avait aucun contrôle direct, tandis que Fletcher dépendait d'avions basés à terre qu'il ne commandait pas. À peine une semaine après l'établissement de ce système, les tensions de commandement rendaient déjà les opérations difficiles. Le 1er mai, la force du Lexington, sous l'amiral Fitch, rejoignit Fletcher. Les deux groupes commencèrent à se ravitailler en carburant, un processus lent qui consuma une grande partie des 2 jours suivants. Le 2 mai, inquiet des rapports de mouvements ennemis détectés par les avions de Brett, Fletcher décida d'avancer le Yorktown et les navires déjà ravitaillés vers le centre de la mer de Corail afin d'élargir les recherches aériennes. La force du Lexington devait terminer son ravitaillement et le rejoindre un peu plus à l'est, où devait également arriver la petite escadre de l'amiral Crass en provenance d'Australie. Le lendemain après-midi, Fletcher reçut des nouvelles d'un débarquement japonais à Tulagi. Il avança vers le nord avec le Yorktown et lança 3 attaques aériennes contre la force d'invasion. Les appareils japonais qui devaient protéger Tulagi n'étaient pas présents. L'amiral Takagi avait retardé ses opérations, ayant transporté des avions vers Rabaul et ayant eu besoin de se ravitailler. Sans opposition aérienne, les bombardiers en piqué américains fondirent sur les dragueurs de mines, les transports et les destroyers japonais. Les pilotes revinrent convaincus d'avoir coulé de nombreux navires, bien que les dégâts réels fussent limités. Un destroyer, 2 vedettes de patrouille et un transport coulé, un autre transport gravement endommagé. Malgré cela, les restes de la force japonaise se replièrent précipitamment vers Rabaul. Fletcher rejoignit Fitch et Crass et mit le cap au nord-ouest pour intercepter la force d'invasion dont l'objectif principal était Port Moresby. Si les Japonais parvenaient à s'emparer de cette position clé sur la côte sud de la Nouvelle-Guinée, ils disposeraient d'une base leur permettant de menacer directement l'Australie. Il était impératif de les arrêter. Dans les jours précédant l'affrontement décisif, les 2 camps menèrent des recherches intensives. Les Japonais disposaient de forces de porte-avions bien coordonnées sous l'amiral Takagi,
tandis que Fletcher tentait de combiner la mobilité de ses porte-avions avec la couverture incomplète des patrouilles aériennes terrestres. La tension augmentait alors que des informations fragmentaires arrivaient des nuages et de l'horizon. Le 7 mai, les deux camps localisèrent de mauvaises cibles. Des avions japonais, croyant trouver les porte-avions américains, attaquèrent un petit groupe comprenant le pétrolier Neosho et le destroyer Sims. Le Sims fut coulé et le Neosho gravement endommagé. Du côté américain, des bombardiers cherchant les porte-avions japonais trouvèrent et détruisirent à la place un groupe isolé de navires de soutien. Les coups étaient rudes, mais n'atteignaient pas encore le cœur des deux flottes. Le 8 mai eut lieu le moment décisif. Des deux porte-avions, le Shokaku et le Zuikaku pour les Japonais, le Yorktown et le Lexington pour les Américains, décollèrent des formations d'attaque en directions opposées. La localisation de l'ennemi fut obtenue presque simultanément. La bataille qui suivit fut simultanée, aérienne et entièrement indirecte. Aucun navire ne tira sur un autre, aucun commandant ne vit la silhouette ennemie à l'horizon. Dans un ciel traversé par des chasseurs et des bombardiers, le résultat ne dépendrait que de l'habileté des pilotes et des défenses anti-aériennes. Les avions américains touchèrent le Shokaku avec plusieurs bombes qui détruisirent son pont d'envol. Bien que le porte-avions ne coulât pas, il fut trop endommagé pour pouvoir opérer des avions. Le Zuikaku, couvert par les nuages, évita les impacts directs, mais perdit une grande partie de son groupe aérien dans les combats intenses de cette journée. Les porte-avions américains subirent également de lourdes pertes. Le Yorktown fut touché et endommagé, mais conserva sa capacité opérationnelle et continuerait à se battre des semaines plus tard. Le Lexington reçut des dégâts plus graves. Des explosions internes, présumément causées par des vapeurs d'essence, se propagèrent à une vitesse dévastatrice. L'équipage combattit le feu pendant des heures, mais il fut finalement ordonné d'abandonner le navire. Le Lady Lex, comme l'appelaient ses membres d'équipage, fut évacué et coulé par une torpille américaine afin d'éviter qu'il ne tombe entre les mains de l'ennemi. En fin d'après-midi, les deux flottes commencèrent à se retirer. Les Japonais avaient coulé le Lexington et endommagé le Yorktown, mais ils n'avaient pas réussi à assurer leur objectif stratégique, la protection décisive de la force d'invasion qui devait s'emparer de Port Moresby. Leurs pertes aériennes, combinées aux dégâts du Shokaku et à la réduction des opérations du Zuikaku, les obligèrent à annuler l'avancée vers la Nouvelle-Guinée. Pour la première fois depuis le début de la guerre, un plan d'expansion japonais avait été arrêté. La bataille de Midway, 1942. Les commandements japonais avancèrent vers Midway avec une confiance qui semblait inébranlable. Après la mer de Corail, l'absence temporaire des porte-avions Shokaku et Zuikaku ne fut pas considérée comme un obstacle. Une semaine plus tôt, les exercices de guerre menés à bord du Yamato avaient simulé l'opération avec peu de difficultés, en partie parce que le chef d'état-major, Ugaki Matome, corrigeait ou annulait tout résultat défavorable des arbitres des jeux, renforçant l'impression que le plan était solide et sûr. Le moral se reflétait même dans les détails quotidiens. Après des mois de prudence, de nombreux officiers avaient recommencé à embarquer des effets personnels qu'ils avaient laissés à terre dans les semaines suivant Pearl Harbor, convaincus qu'ils reviendraient victorieux. Les estimations de renseignements contribuaient également à cette perception. Le rapport de Nagumo concluait que les Américains avaient subi des défaites répétées et manquaient de volonté de combattre. Le dispositif japonais pour l'opération était divisé en 16 groupes distincts. La force du Nord, avec 2 porte-avions légers, devait attaquer Dutch Harbor dans les Aléoutiennes et occuper Attu et Kiska comme manœuvre de diversion par rapport à l'objectif réel, Midway. En même temps, la force principale de Nagumo, avec les 4 grands porte-avions Akagi, Kaga, Soryu et Hiryu, devait avancer depuis le nord-ouest pour attaquer l'île et détruire la flotte américaine dès qu'elle viendrait la défendre. Cependant, de petits détails commencèrent à introduire des fissures dans l'opération, parmi lesquelles le retard de l'hydravion de reconnaissance du croiseur Tone, qui décolla plus tard que prévu et dont la lenteur devait avoir des conséquences cruciales. Lorsque l'aviation japonaise s'approcha de Midway, l'île était déjà totalement en alerte. Midway lança tous les avions disponibles, tandis que les batteries anti-aériennes se préparaient à repousser l'attaque. Les chasseurs des Marines, obsolètes face aux Zéros, purent à peine interférer
et subirent de lourdes pertes. Bien que les bombardiers japonais aient détruit des installations et des dépôts, la piste principale et la plupart des positions de défense restaient opérationnelles. Le prix payé par le Japon fut étonnamment élevé. 38 avions abattus et autant endommagés de façon irréversible, plus de 60% de la force ayant attaqué l'île. Malgré cela, le commandant japonais conclut que Midway représentait encore un danger et informa Nagumo de la nécessité d'une seconde vague. Lorsque Nagumo reçut ce message, les premiers avions américains approchaient déjà de la formation japonaise. 6 torpilleurs et 4 B-26 armés de torpilles lancèrent une attaque frontale qui fut facilement repoussée par les chasseurs d'escorte. Tous sauf 3 furent abattus. Conscient que Midway pouvait encore soutenir des attaques supplémentaires, Nagumo ordonna de réarmer ses bombardiers pour une deuxième vague. Les torpilleurs seraient équipés de bombes et les bombardiers en piqué changeraient leurs munitions pour des explosifs à forte puissance. Ce processus, effectué sur le pont et dans des hangars remplis de carburant, devait prendre au moins 1 heure. Nagumo estimait que le risque était acceptable, car ses avions de reconnaissance n'avaient détecté aucune force américaine à proximité. C'est alors qu'arriva le message de l'hydravion du Tone, qui, en raison de son retard, n'avait pas envoyé de rapport plus tôt. 10 navires apparemment ennemis. C'était la première information concrète sur la présence navale américaine. Nagumo ordonna d'interrompre le réarmement et demanda immédiatement l'identification des types de navires détectés. Durant ces minutes décisives, de nouvelles vagues venant de Midway poursuivirent leurs attaques sur la force japonaise. 16 Dauntless des Marines, commandés par Lofton Henderson, se lancèrent dans une attaque en piqué peu profond, tactique risquée utilisée en raison du manque d'entraînement avec les nouveaux bombardiers. La moitié des appareils fut abattue, y compris celui d'Henderson, sans obtenir le moindre impact sur le porte-avions. Ensuite arrivèrent 15 B-17 de l'armée qui, malgré leur altitude et leur puissance défensive, ne réussirent pas davantage à toucher leur cible. Un groupe de vindicateurs vétustes tenta de s'approcher, mais finit par se dévier vers un cuirassé d'escorte et revint avec seulement un appareil perdu. Pendant que les Japonais repoussèrent ces attaques, la tension montait sur la passerelle de l'Akagi. Si les navires repérés incluaient un porte-avions américain, la situation deviendrait extrêmement critique. Les hangars étaient encombrés d'avions en cours de réarmement et de carburant répandus, et la première vague japonaise devait revenir sous peu, nécessitant d'atterrir. Yamaguchi, aux commandes du Soryu et du Hiryu, insista pour lancer immédiatement la trentaine de bombardiers prêts, même sans escorte. Nagumo, cependant, hésita. Il venait de voir comment les torpilleurs qui attaquèrent sans couverture avaient été presque entièrement abattus, et il jugea plus prudent d'attendre pour réorganiser une formation équilibrée. Cette décision se révélerait désastreuse, mais de son point de vue, elle était compréhensible. Il ne savait toujours pas si les navires repérés incluaient des porte-avions, et les rapports de l'hydravion du Tone restaient incomplets. Au même moment, à plus de 100 000 de là, l'amiral Spruance analysait les mêmes données côté américain, mais en tirait la conclusion opposée. Il ordonna de lancer tous les avions disponibles dès qu'ils seraient à distance raisonnable, sans attendre de former une seule grande formation. Il comprenait qu'il était essentiel de frapper le premier, même si l'attaque américaine devait être dispersée et les escadrons arriver séparément. Les premières vagues américaines se dirigèrent donc dans une attaque échelonnée. Torpilleurs à basse altitude, puis bombardiers en piqué depuis grande hauteur. Les torpilleurs américains furent les premiers à apparaître au-dessus de la formation japonaise. Leur approche lente et basse en fit des cibles faciles. Presque tous furent abattus avant de pouvoir lancer leurs torpilles, mais ils attirèrent les chasseurs japonais au niveau de la mer. Le ciel se retrouva sans défense au moment même où les bombardiers en piqué de l'Enterprise et du Yorktown descendaient depuis les hauteurs sans opposition. Les porte-avions japonais avaient leurs ponts encombrés d'appareils chargés de bombes et de carburant, et tout impact pouvait être catastrophique. Les attaques se succédèrent en quelques minutes. Le Kaga fut touché par plusieurs bombes qui déclenchèrent des incendies impossibles à maîtriser. L'Akagi subit un impact dévastateur qui transforma le hangar en piège explosif. Le Soryu reçut 3 coups directs qui l'enveloppèrent de flammes. Nagumo vit 3 de ses 4 porte-avions perdus sans pouvoir répondre. Le Hiryu, encore intact, lança des contre-attaques qui touchèrent le Yorktown,
mais il fut à son tour localisé et attaqué par les bombardiers de l'Enterprise, finissant lui aussi en flammes. La marée avait commencé à changer de sens, et désormais elle se retournait contre le Japon. La campagne de Guadalcanal. Le combat pour Guadalcanal commença comme une accumulation de tensions et de limitations opérationnelles qui se transformèrent rapidement en une lutte épuisante sur tous les fronts. La campagne se déroulait alors que la marine américaine tentait de maintenir des positions à des milliers de milles de ses bases principales, avec une logistique qui montrait dès le début des signes de saturation. Les navires, effectuant le voyage de 6400 miles depuis San Francisco jusqu'à la Nouvelle-Calédonie, restaient immobilisés pendant des semaines en attendant d'être déchargés ou escortés vers la zone de combat. Certains restaient des mois à moitié déchargés, convertis en dépôts flottants, tandis que l'armée et la marine retiraient les fournitures comme elles le pouvaient. Tout cela se produisait à un moment où les Alliés faisaient face à une grave pénurie mondiale de transport maritime. Pour les marins déployés dans la zone d'opération, l'expérience était encore plus brutale. Les navires naviguaient des semaines entières sans retourner au port, où ils ne faisaient que recharger du carburant ou effectuer des réparations urgentes. L'écart de 4 heures, la fatigue constante, la menace d'attaques aériennes ou navales et la monotonie de la mer finissaient par briser corps et nerfs. À bord, chaque alarme pouvait signifier une torpille, un impact direct ou la disparition soudaine d'un navire entier. Des navires comme le destroyer Jarvis disparurent sans laisser de traces. D'autres, comme le Barton, coulèrent en quelques minutes. Même des croiseurs comme le Juno explosèrent en morceaux à cause d'une seule torpille, disparaissant avec presque tout leur équipage. Cette tension était la condition quotidienne des marins, aviateurs et marines sur l'île. Les problèmes se multipliaient lorsque l'ennemi intensifiait ses renforts. Début septembre, tandis que les Américains tentaient de maintenir Henderson Field opérationnel, l'effort japonais pour renforcer ses troupes sur l'île devenait de plus en plus soutenu. Le général Millard Harmon, observant l'ampleur des mouvements ennemis, craignait que les Japonais ne parviennent à réunir une force suffisante pour submerger les défenses américaines. De son point de vue, si le rythme des renforts n'augmentait pas de manière urgente, la prise de l'aérodrome par les Japonais ne serait qu'une question de temps. Cependant, l'amiral Gormley hésitait à engager davantage de troupes, inquiet d'une opération parallèle. L'occupation projetée de Ndeni, qui devait sécuriser la ligne de communication vers les Salomon et fournir un point intermédiaire pour les avions en route vers Guadalcanal. Néanmoins, lorsque la situation s'aggrava, le 164e régiment de la division américale fut envoyé. 2 transports l'acheminèrent vers Guadalcanal sous la protection du porte-avions Hornet, du cuirassé Washington et d'une formation de croiseurs et destroyers. En même temps, un contingent japonais avançait par le slot pour renforcer ses propres forces. Son escorte était commandée par le vice-amiral Mikawa, dont les capacités en combat nocturne étaient reconnues même par ses adversaires. Bien que son escadre n'ait jamais combattu ensemble auparavant, Mikawa comptait s'approcher sans être détecté et briser l'écran défensif américain lors d'une attaque nocturne. Des erreurs de communication favorisèrent leur avancée. Un pilote australien aperçut la force de Mikawa, mais retarda son rapport jusqu'à son retour à la base, et l'information n'arriva à Guadalcanal que 7 heures plus tard. Lorsque Turner reçut l'avis, l'ennemi avançait déjà à pleine vitesse. Bien que le quartier général de Nimitz eût intercepté auparavant des messages japonais suggérant une attaque, les informations n'étaient pas suffisantes pour en déterminer l'objectif. Tout indiquait que les Japonais exécutaient une opération coordonnée pour frapper les forces américaines à un moment de vulnérabilité. À terre, Henderson Field demeurait le noyau de la résistance américaine. Sa défense aérienne était un ensemble d'appareils provenant du corps des marines, de la marine et de l'armée, tous sous le parapluie de la Cactus Air Force. Il dépendait de pistes vulnérables à la pluie, à la boue et aux attaques constantes. La marine japonaise attaquait fréquemment pour tenter de rendre l'aérodrome inutilisable, sachant que sa neutralisation permettrait des opérations plus fluides à travers le slot. Malgré cela, la piste restait opérationnelle et les défenseurs parvenaient à maintenir un certain niveau de contrôle aérien pendant la journée. À la mi-octobre, les Japonais intensifièrent leurs efforts. Le général Hyakutake arriva sur l'île pour diriger l'offensive. Son intention était de percer les lignes américaines et de capturer l'aérodrome lors d'une attaque massive.
Pendant ce temps, la relève du commandement américain dans le théâtre du Pacifique Sud était en cours. Gormley, dépassé par la pression et la complexité du conflit, devait être remplacé par l'amiral Halsey. Nimitz et Arnold s'accordaient sur le fait qu'un commandement plus agressif était indispensable. Les récits contemporains décrivent Gormley pratiquement confiné dans son bureau, épuisé, incapable de prendre des décisions rapides. Lorsque Halsey prit le commandement, son arrivée eut un effet immédiat sur le moral. Les hommes à terre et en mer virent en lui un chef prêt à agir avec énergie et sans hésitation. Les renforts américains commencèrent à arriver plus régulièrement, mais les Japonais doublèrent eux aussi leurs envois. Le 11 octobre, une colonne japonaise descendit le Slot afin de protéger le débarquement de nouveaux effectifs. L'amiral Scott, qui avait étudié attentivement les tactiques de combat nocturnes, se prépara à les intercepter. Sa force comprenait des croiseurs lourds et légers ainsi que des destroyers disposés en colonne. Cette nuit-là, à proximité de l'île Savo, eut lieu l'un des affrontements cruciaux de la campagne. Le radar américain détecta la force de Goto, mais la complexité des manœuvres nocturnes, le croisement des signaux et la confusion initiale marquèrent l'issue de l'action. Bien que les détails de la bataille soient développés dans d'autres sections du texte, il est clair que cet affrontement fut l'une des nombreuses rencontres illustrant l'incertitude et la férocité du combat naval dans la région. Pendant ce temps, l'usure japonaise devenait évidente. Dans une tentative désespérée d'acheminer des fournitures et des troupes, 4 transports furent conduits à Tassafaronga, où ils furent volontairement échoués pour accélérer le débarquement. Les avions de l'Enterprise et de Henderson Field attaquèrent sans répit, transformant les ponts en scènes sanglantes. Seulement environ 2000 hommes réussirent à atteindre la terre. Ce fut un coup sévère. À Washington, le secrétaire à la marine, Frank Knox, déclara à la presse que ces événements montraient qu'il était possible de vaincre les Japonais de façon continue. Le combat sur l'île se prolongea durant des semaines. En décembre, les Japonais infligèrent un grave revers naval aux Américains à Tassafaronga, coulant un croiseur et en endommageant grièvement 3 autres grâce à l'usage habile de torpilles. Cependant, à terre, la situation japonaise était critique. Les Américains comptaient déjà plus de 35 000 hommes et près de 200 avions à Henderson Field, tandis que les troupes japonaises souffraient de faim extrême, de maladies et d'un manque total de ravitaillement. La résistance nippone commençait à se fragmenter. Le 9 décembre, le général Vandegrift remit le commandement au général Patch à la tête du tout nouveau 14e corps. Les forces américaines lancèrent des opérations pour déloger les Japonais des hauteurs dominant l'aérodrome et au début janvier commencèrent une offensive pour expulser définitivement l'ennemi. À ce moment-là, la décision à Tokyo était déjà prise. Le 31 décembre, le haut commandement japonais approuva l'évacuation de Guadalcanal. Durant la première semaine de février, sous la protection de la nuit, près de 11 000 soldats furent retirés clandestinement. Halsey, craignant une possible contre-attaque, n'intervint pas. Lorsque Patch atteignit l'extrémité occidentale de l'île le 9 février, il ne trouva que des embarcations vides et des dépôts abandonnés. Le retrait japonais marqua la fin effective de la campagne, après 6 mois d'usure au cours desquels les 2 camps avaient subi de lourdes pertes. Opération Island Hopping, 1943 à 1945. À la fin de 1943, après presque 2 ans de guerre dans le Pacifique, la stratégie américaine se réorienta vers une avance directe à travers le Pacifique central. La planification à Washington indiquait que la défaite du Japon nécessiterait des positions avancées pour bombarder les îles métropolitaines, et cet accès ne pouvait être obtenu qu'en s'emparant d'une chaîne de petites îles coralliennes où les Japonais maintenaient des garnisons limitées mais fortifiées. Le plan privilégié établissait une succession d'offensives à travers les groupes d'îles Gilbert, Marshall puis Marianne, parallèlement aux opérations en Nouvelle-Guinée. Pour cela, les forces navales et amphibies américaines, de plus en plus puissantes, devaient agir là où les Japonais ne pouvaient pas concentrer suffisamment de forces aériennes ou navales pour les arrêter. L'offensive commença avec le choix des Gilbert, où les îles Tarawa et Makin devinrent le premier grand laboratoire de la nouvelle méthode en ligne. L'objectif était de prendre des bases à partir desquelles attaquer les avions japonais. En novembre 1943, la force amphibie de l'amiral Spurs lança les opérations de Tarawa,
mais transformée en forteresse avec plus de 200 pièces d'artillerie. Avant le débarquement américain, un bombardement naval et aérien intense se développa, le plus lourd jusqu'alors dans la guerre du Pacifique. 3 cuirassés, 4 croiseurs lourds et plus de 20 destroyers tirèrent près de 3000 tonnes de projectiles sur les Iroquois. Cependant, le bombardement ne neutralisa pas les positions principales, la structure basse des bunkers japonais et la composition des projectiles, qui explosaient sans pénétrer, réduisirent considérablement l'effet destructeur du tir de grenade. Malgré tout, le bombardement désorganisa temporairement les communications japonaises et fit taire plusieurs pièces ennemies. Le débarquement fut immédiatement ordonné. Le doute quant à la profondeur de l'eau au-dessus du récif. Les prévisions étaient incohérentes et l'avertissement d'un résident britannique, qui tenait des registres locaux des marées, indiquait que la profondeur serait insuffisante pour les chalands conventionnels. À l'aube du 20 novembre, la crainte se confirma. La marée était exceptionnellement basse et la plupart des embarcations ne purent franchir le récif. Les premières vagues, en véhicules amphibies, atteignirent la plage, mais les suivantes durent avancer sur des centaines de mètres de minute sous un feu intense, subissant de longues pertes. Le chaos compliqua le contrôle de l'opération. Mouvements perdus, unités dérangées, chalands détruits sur le récif, tireurs embusqués exploitant chaque instant, ralentir la flotte. La résistance japonaise rencontra plusieurs flèches et le mur des côtes était formé. De nombreuses unités furent déployées, quatre équipes de munitions et de lance-flammes couvrent les marches. Le deuxième jour du combat, la situation s'améliora lorsque les marines ouvrirent un corridor à partir de l'extrémité nord-ouest de l'île, permettant un débarquement supplémentaire sans opposition significative. Avec le renfort de chars légers et d'artillerie provenant d'une île voisine, la ligne américaine se consolida. Après 3 jours de combats extrêmement durs, avec des charges nocturnes japonaises et une résistance dans les derniers réduits, la garnison fut presque totalement anéantie et Betio passa sous contrôle américain. Simultanément, l'opération contre Mackin avançait avec moins de résistance lors des débarquements initiaux, mais avec de grandes difficultés tactiques parmi les troupes américaines, dont beaucoup appartenaient à la garde nationale et étaient peu habitués au combat dans la jungle ou sur les atolls. La progression fut lente à cause de tireurs réels ou imaginaires, de bruits nocturnes provoquant des tirs indiscriminés et de tactiques de harcèlement psychologique de la part des défenseurs japonais. Bien que les pertes terrestres aient été modérées, le coup le plus douloureux survint en mer. Le naufrage du porte-avions d'escorte Liscombe Bay par un sous-marin japonais, avec une lourde perte de vies humaines. L'expérience de Tarawa et Mackin transforma la préparation américaine. La communication entre les forces navales, aériennes et terrestres fut réorganisée. Des répliques de bunkers japonais furent construites pour entraîner les démolitions. La production et le blindage des véhicules amphibies furent augmentés, et la coordination entre aviation embarquée et artillerie navale fut renforcée afin d'assurer des bombardements plus efficaces et prolongés. Pour les opérations futures, la leçon était claire. Davantage de feux préparatoires, une meilleure connaissance des marées, un plus grand nombre de véhicules amphibies et un usage intensif de l'aéronaval. L'étape suivante fut l'offensive contre les Marshall, une chaîne d'atolls stratégiquement située. Le choix de l'objectif principal suscita un débat. Le chef de la planification de Nimitz proposa d'attaquer directement Kwajalein, au centre de l'archipel. Bien que plusieurs commandants jugassent cela trop risqué en raison des bases japonaises environnantes, Nimitz imposa son point de vue. La préparation comprit une campagne aérienne soutenue depuis Tarawa et Mackin, ainsi que de massifs raids de porte-avions contre Woje et Niwetok et d'autres points fortifiés, jusqu'à ce qu'il ne reste pratiquement aucun avion japonais opérationnel dans la zone. La force américaine, désormais réunie dans la 5e flotte, disposait de 12 porte-avions, dont les nouveaux de classe Essex et Independence, de 8 cuirassés et de centaines d'appareils modernes comme le chasseur F-6F Hellcat, supérieur en vitesse, armement et protection aux aéronautes. Cette puissance navale permet d'éviter des positions de l'îlot même de Bagamou et d'autres voies navales. Les îles extérieures servaient de plateforme d'artillerie. Le bombardement d'ouverture, soutenu et extrêmement précis, permit le débarquement les plus américains.
résistance fragmentée. La division qui attaqua Roy captura son aérodrome en quelques heures, tandis qu'à Namur, une explosion accidentelle d'un dépôt japonais de torpilles causa de nombreuses pertes parmi les Marines, mais accéléra la destruction de la résistance. Kwajalein, mieux défendu, tomba après 4 jours de progression méthodique, appuyé par des chars et le feu naval. L'opération fut considérée comme un succès décisif. Une forteresse japonaise aussi puissante que Tarawa avait été prise avec une fraction des pertes. Pendant ce temps, un détachement prit Majuro sans opposition, en le transformant en port sûr pour les opérations ultérieures. Avec cette base, les commandants américains envisagèrent d'avancer la prise d'Eniwetok à l'extrémité occidentale de l'archipel avant que les Japonais ne renforcent leur garnison. Cependant, attaquer Eniwetok nécessitait de neutraliser d'abord l'immense base japonaise de Truk, considérée comme le Gibraltar du Pacifique. Le 17 février 1944, le vice-amiral Meacher lança une attaque massive de porte-avions. Chasseurs et bombardiers détruisirent presque toute l'aviation ennemie stationnée là et attaquèrent les navires dans le lac. Ce fut un coup dévastateur. 2 croiseurs légers, 4 destroyers, 2 sous-marins et des dizaines de cargos et navires auxiliaires furent coulés. Truk fut rendu inutilisable comme base de la flotte rouge. Le même jour, la force amphibie arriva à Eniwetok. Le renseignement avait sous-estimé la garnison, qui comptait en réalité plus de 1000 défenseurs répartis dans de denses réseaux et de positions reliées par des tunnels. L'île d'Engedi tomba la première, suivie d'Eniwetok, où les troupes américaines furent avancées lentement contre une défense construite selon les leçons de Tarawa. Bunker central, anneaux de postes de tir et tunnels permettant à l'ennemi d'apparaître par l'arrière du mouvement. Paris tomba finalement avec le nom de Lect. Au total, les Japonais perdirent plus de 2700 hommes dans la zone. La bataille de la mer des Philippines, 1944, la réorganisation de l'aviation embarquée japonaise après les pertes subies à Guadalcanal et dans les combats du Pacifique Sud avait laissé ces unités extrêmement affaiblies. Après des mois dispersés sur des bases terrestres et soumises à des pertes continues, nombre de leurs escadrilles furent regroupées sans réelle possibilité d'entraînement conjoint. En mars 1944, lorsque la flotte japonaise fut réunie de nouveau en tant que force de porte-avions capable d'opérer de manière coordonnée, la situation était critique. Ces 9 porte-avions nouvellement intégrés ne comptaient presque plus de pilotes vétérans. Selon des rapports internes, les aviateurs les plus expérimentés avaient environ 6 mois d'entraînement effectif, tandis que d'autres ne totalisaient guère plus de 2 mois. La comparaison avec les Américains était écrasante. Même les pilotes américains les plus novices arrivaient avec 2 ans d'instruction et plus de 300 heures de vol, une différence décisive en combat. Le plan japonais, nommé Ago, prévoyait une bataille décisive autour des Palaos ou des Carolines occidentales. La zone préférée se trouvait près de leur source de carburant et dans le rayon d'action de l'aviation terrestre. Cependant, la situation stratégique changea brutalement lorsque les forces américaines débarquèrent à Saipan le 15 juin 1944. La gravité de la menace obligea le haut commandement japonais à activer immédiatement le plan Ageo et à ordonner à Ozawa de se diriger vers le nord pour affronter l'avancée américaine. La rapidité de l'ordre laissa à peine le temps aux pilotes de reprendre les exercices nécessaires. Le manque d'entraînement systématique, un problème chronique depuis la mi-1943, ne pouvait plus être dissimulé. Pour les forces américaines réunies dans la Task Force 58, sous le commandement de l'amiral Meacher, la situation était différente. Elle disposait de 15 porte-avions avec près de 500 chasseurs et plus de 400 bombardiers. La supériorité matérielle était évidente, mais ce n'était pas leur seul avantage décisif. La discipline de formation, les protocoles tactiques et l'expérience accumulée durant les campagnes précédentes avaient produit une aviation navale robuste, cohésive et capable d'opérer à grande distance du soutien terrestre. Avec ces ressources, la flotte américaine avançait sans relâche dans son offensive pour conquérir les Mariannes, une étape critique pour isoler le Japon et établir des bases pour les bombardiers stratégiques. Pendant ce temps, Ozawa avait concentré sa flotte à Tawi-Tawi, mais ce mouillage s'avéra extrêmement vulnérable. Les sous-marins américains harcelaient sans interruption les navires japonais, et l'absence d'aérodrome empêchait un entraînement adéquat des unités aériennes.
Pendant près d'un mois, les capacités de vol des pilotes déclinèrent encore davantage. La situation s'améliora légèrement après le transfert vers ce but, mais ils avaient à peine commencé les entraînements lorsque survint l'invasion de Saipan et la flotte dut prendre la mer. Dans sa progression, Ozawa alignait plus de 220 chasseurs et environ 200 bombardiers sur ses 9 porte-avions, un chiffre respectable en apparence. Cependant, les rapports exagérés de l'aviation basée à terre, qui masquaient les pertes importantes subies face à l'aviation embarquée américaine, avaient créé l'illusion d'une force qui n'existait plus. En réalité, les bases de Guam et de Tinian ne disposaient déjà plus d'unités capables de fournir un soutien significatif. Le 18 juin, les avions de reconnaissance japonais repérèrent la flotte de Meecher. Certains commandants demandèrent de lancer l'attaque immédiatement, mais Ozawa décida d'attendre le lendemain matin afin de porter un coup massif, convaincu qu'il obtiendrait la surprise stratégique dont il avait tant besoin. À l'aube du 19 juin, les porte-avions japonais lancèrent des vagues successives d'assaut. Cette décision s'avéra fatale. L'aviation américaine, guidée par radar et appuyée par un commandement tactique plus expérimenté, détecta et neutralisa vague après vague avant qu'elles ne puissent approcher à une distance dangereuse. C'est à ce moment-là que les pilotes américains commencèrent à qualifier le combat de « tir au dindon des Mariannes », une expression née de l'immense disproportion entre les pertes japonaises et américaines. Les groupes aériens japonais, composés pour la plupart de jeunes pilotes peu expérimentés, se heurtèrent à des défenses coordonnées, à des chasseurs aguerris et à un système de contrôle aérien incomparablement supérieur. La majorité des avions japonais furent abattus avant de pouvoir lancer leurs torpilles ou leurs bombes, et les rares qui réussirent à approcher manquèrent leur cible ou furent détruits par l'artillerie anti-aérienne. La dévastation fut totale. À la fin de la journée, le Japon avait perdu presque toute son aviation embarquée, un coup dont il ne se relèverait jamais. La perte n'était pas seulement numérique. Elle signifiait la disparition irréversible du corps de pilotes vétérans, ceux qui avaient façonné l'aviation navale japonaise depuis les années 1930. Leur remplacement devint impossible. Les écoles d'entraînement ne disposaient plus d'instructeurs qualifiés et le carburant manquait pour permettre des exercices intensifs. Avec des porte-avions réduits à de simples coques vides, dépourvus d'aviation opérationnelle, la puissance offensive japonaise dans le Pacifique ne devint plus qu'une ombre. Pendant ce temps, les sous-marins américains, qui avaient déjà harcelé Ozawa à Tawi-Tawi, parvinrent à couler plusieurs de ces porte-avions durant la bataille, transformant le désastre aérien en un effondrement total de la capacité navale japonaise. Sans aviation, sans pilote et avec ses principales unités endommagées ou coulées, la flotte japonaise fut condamnée à adopter une posture défensive permanente. Reprise des Philippines, 1944 à 1945, le convoi d'invasion commença à pénétrer dans le chenal d'accès au golfe de Leyte peu après minuit, le 20 octobre 1944. Quelques jours plus tôt, les Rangers avaient sécurisé les petites îles de Suluan, Dinagat et Omonon, laissant allumer des lumières de navigation pour guider dans l'obscurité les forces qui approchaient. À l'aube, la colonne amphibie avança vers les plages du nord-est de Leyte, tandis que, depuis le Nashville, Douglas MacArthur observait le profil de Tacloban, la même ville où il avait servi 41 ans plus tôt comme jeune officier fraîchement diplômé. À 6h30, un arc de lueurs éclatantes s'étendit à l'horizon. L'artillerie navale ouvrait le feu sur les positions côtières japonaises. La poussière, la fumée et les flammes dissimulèrent bientôt des portions entières de la ligne de plage. 4 divisions débarquèrent simultanément à 10h. La première division de cavalerie avança sur Tacloban, sécurisant son aérodrome et les hauteurs voisines, tandis que la 7e division captura Dulag et se dirigea vers l'aérodrome voisin. L'opposition japonaise fut dispersée durant les premières heures. Dans l'après-midi, les Américains étaient déjà solidement implantés le long de la côte orientale. À 1h de l'après-midi, au cours de combats intermittents à l'intérieur des terres, MacArthur débarqua accompagné de Sergio Osmeña, président philippin rétabli. Le retour du général aux Philippines coïncidait avec le début de l'opération japonaise la plus ambitieuse de la campagne, le plan Shaw 1, conçu pour lancer une contre-attaque navale massive. Le plan prévoyait d'attirer la flotte de Halsey vers le nord avec des porte-avions pratiquement vides.
Pendant ce temps, deux groupes de surface devaient converger sur le golfe. L'un devait traverser le détroit de Surigao et l'autre celui de San Bernardino. La flotte japonaise se divisait ainsi en trois axes. La force de Nishimura, avec les cuirassés Fuso et Yamashiro, celle de Shima, censée le rejoindre, et la puissante formation de Kurita, avec le Yamato, le Musashi et un grand nombre de croiseurs et de destroyers. Kurita fut repéré avant l'aube du 23 par les sous-marins Darter et Dace qui coulèrent son navire amiral à Tago, neutralisèrent le Takao et envoyèrent par le fond le Maya. Secoué par le coup, Kurita transféra son pavillon au Yamato et poursuivit sa route. Alors que la troisième flotte de Halsey se ravitaillait et avançait vers l'ouest, les avions américains localisèrent de nouveau Kurita le 24 octobre. Toutefois, les Japonais avaient eux aussi trouvé des cibles. 3 vagues d'appareils venant de Luçon attaquèrent le groupe de porte-avions de l'amiral Sherman. Les chasseurs Hellcat interceptèrent et détruisirent la plupart d'entre eux, mais un bombardier parvint à toucher le Princeton, dont les explosions secondaires le condamnèrent. Ce matin-là fut également le prélude d'une grande offensive aérienne américaine contre Kurita dans la mer de Sibuyan. Pendant des heures, des formations successives de bombardiers en piqué et de torpilleurs frappèrent la colonne japonaise. Le Musashi reçut de multiples impacts et, incapable de contenir les dégâts, sombra au crépuscule. Convaincu de l'avoir contrainte à se replier, Halsey concentra son attention sur la force de porte-avions leur au nord. Il laissa sans surveillance le détroit de San Bernardino. Au sud, Nishimura avançait vers le détroit de Surigao. Là l'attendait l'amiral Oldendorf avec cuirassés, croiseurs et destroyers, disposés de manière à canaliser l'attaque japonaise dans un piège parfait. Lorsque le Fuso et le Yamashiro entrèrent dans le rayon d'action des torpilles américaines, ils furent frappés à répétition. Nishimura mourut avec sa flotte presque anéantie. Shima, avançant sans avoir réussi à se coordonner avec lui, arriva tard. Après être entré en collision dans l'obscurité avec le Mogami et avoir brièvement affronté le feu ennemi, il décida de se retirer avant l'aube. Au nord, Kurita émergea par San Bernardino sans aucune opposition à l'aube du 25 octobre. Il avança le long de la côte orientale de Samar, prêt à se jeter sur les transports à Leyte. À bord du Yamato, les guetteurs aperçurent au sud-est les mâts d'une formation qui semblait être un groupe de porte-avions. C'étaient les petits porte-avions d'escorte du Taffy 3, commandés par le contre-amiral Clifton Sprague. Leur navire, lent et faiblement blindé, ne disposait que d'avions anti-sous-marins et de quelques destroyers et escorteurs. Ils n'étaient pas préparés à affronter la flotte principale japonaise, mais Sprague manœuvra immédiatement, ordonnant de lancer tous les avions pour harceler l'ennemi et couvrir la retraite de ses navires. Ce qui suivit fut l'un des combats navals les plus désespérés de la guerre. Le Johnston, le Hull et d'autres destroyers américains attaquèrent à toute vitesse, lançant des torpilles contre croiseurs et cuirassés. Les porte-avions d'escorte se dissimulaient derrière des écrans de fumée tandis que leurs avions, mal armés, effectuaient des piquets simulés pour distraire les artilleurs japonais. La confusion commença à gagner les rangs japonais. La résistance inattendue, la fumée, la pluie d'attaques aériennes et la croyance que de grandes unités de surface américaines se trouvaient à proximité perturbèrent l'appréciation de Kurita. Bien que ses canons de gros calibre aient infligé des impacts dévastateurs, le porte-avions Gambier Bay et plusieurs destroyers furent coulés, l'avancée japonaise perdit sa cohésion. Kurita, craignant d'être pris au piège par des forces supérieures et troublé par des rapports contradictoires, ordonna la retraite avant midi. Pendant ce temps, à l'extrême nord du dispositif, la force Leur d'Ozawa recevait le poids des attaques de Halsey. Avec peu d'avions à bord, ces porte-avions furent coulés les uns après les autres. Cependant, cela ne changeait rien aux résultats stratégiques. L'essentiel de la flotte japonaise, la seule capable de contester les routes maritimes aux Philippines, avait été détruit dans les environs de Leyte. Le Musashi avait disparu dans Sibuyan, Nishimura avait été anéanti à Surigao et Kurita se retirait par San Bernardino, meurtri, laissant derrière lui des croiseurs coulés et d'autres gravement endommagés. La rupture japonaise à Samar scella l'incapacité définitive d'interrompre les opérations de débarquement. Ascension et usage massif des kamikazes 1944-1945.
La marine japonaise, incapable de remplacer ses pilotes expérimentés ni de suivre le rythme technologique de l'aviation américaine, voyait diminuer ses possibilités de stopper l'avancée alliée. Dans ce contexte, naquit l'idée de transformer les avions en projectiles humains, une tactique qui, selon son créateur, pouvait momentanément rééquilibrer la situation. Ce fut le vice-amiral Onishi Takijiro, commandant de la première flotte aérienne, qui conclut que le Japon était désormais tellement surpassé dans les airs que les attaques conventionnelles n'avaient aucune chance d'infliger des dommages décisifs. Sa proposition impliquait que de jeunes pilotes peu expérimentés percutent délibérément les navires américains, utilisant leur avion comme arme ultime dans un choc direct. La logique derrière cette tactique reposait sur plusieurs avantages. N'importe quel type d'aéronef pouvait être transformé en projectile, même les appareils obsolètes ou difficiles à maintenir en vol prolongé. De même, un pilote avec un entraînement minimal pouvait se lancer à l'attaque, puisque la manœuvre finale n'exigeait pas les compétences complexes du combat aérien classique. L'impact direct nécessitait que l'aéronef soit entièrement détruit avant d'atteindre sa cible, ce qui compliquait la défense américaine. À cela s'ajoutait l'influence psychologique recherchée par Tokyo, présenter au monde la détermination absolue du soldat japonais, convaincu que la mort volontaire au combat constituait une forme suprême de service à l'empereur. La tradition culturelle japonaise fournissait un puissant arrière-plan émotionnel et symbolique pour ces unités, officiellement connues sous le nom de Shimpu, mais popularisées sous celui de kamikaze. Le terme évoquait le « vent divin », qui, selon la tradition, avait détruit la flotte d'invasion mongole au XIIIe siècle. Certains secteurs de l'état-major pensaient que ce nouveau « vent divin » pouvait inverser le destin défavorable de la guerre. Le concept se diffusa rapidement parmi les commandements navals, qui commencèrent à y voir une dernière chance d'infliger de lourdes pertes à la flotte ennemie tout en ravivant l'esprit de sacrifice au Japon. La première application organisée de ces attaques n'eut lieu que fin 1944, lorsque les forces japonaises tentèrent d'empêcher la consolidation américaine aux Philippines. Le plan opérationnel japonais cherchait à coordonner une action navale traditionnelle contre la flotte alliée avec les attaques suicides depuis des bases terrestres. Bien que la coordination générale se révéla défaillante, les premières missions suicides décollèrent lorsque la bataille du golfe de Leyte atteignait ses moments les plus critiques. Plusieurs escadrilles de 3 avions, escortés par des chasseurs et des appareils d'observation, se lancèrent contre les porte-avions d'escorte américains. Les premiers impacts démontrèrent immédiatement la puissance destructrice de la méthode. Un avion s'écrasa sur le Santei, traversant le pont d'envol et déclenchant des incendies. Un autre frappa le Suwannee, ouvrant une brèche de plusieurs mètres dans sa structure. Plus au nord, une autre attaque perça le pont du Saint-Lô, provoquant la détonation de torpilles et de bombes stockées en dessous. L'explosion déchira le navire qui coula en moins d'1 heure, devenant le premier porte-avions coulé par une attaque de ce type. En quelques heures, les Américains comprirent qu'ils faisaient face à un phénomène totalement différent de tout ce qu'ils avaient vu jusque-là dans la guerre du Pacifique. Il devint également clair que le fanatisme, d'abord attribué à ces pilotes, ne reflétait pas la réalité humaine derrière les attaques. Ce n'étaient pas des guerriers professionnels formés au sabre, comme l'imaginaient les Américains, mais pour la plupart de jeunes étudiants ou de récents diplômés qui n'avaient aucune attente de gloire ni d'un au-delà héroïque. Leur motivation reposait moins sur une idéologie religieuse que sur un sens du devoir envers leur famille et leur nation, un devoir culturel profondément enraciné dans la notion de honte. Pour beaucoup, c'était une manière d'accomplir un sacrifice considéré comme noble, même si la cause semblait perdue. L'effet immédiat des attaques fut un profond choc psychologique au sein de la marine américaine. Aucune manœuvre d'évasion ni formation défensive conventionnelle ne semblait garantir une sécurité totale face à un adversaire déterminé à mourir. Les navires devaient détruire l'assaillant complètement avant l'impact, ce qui exigeait une concentration de feu antiaérien sans précédent et générait une incertitude constante parmi les équipages. Cependant, l'effet opérationnel ne correspondait pas à l'impact émotionnel. Bien que douloureuses et spectaculaires, les attaques ne parvinrent pas à freiner l'avancée navale américaine. La flotte poursuivit ses opérations et continua de dévaster les positions japonaises avec la même intensité. Néanmoins, la nouveauté de cette arme suicidaire poussa Tokyo à l'étendre rapidement.
L'efficacité initiale, combinée à la précarité dans laquelle se trouvait le Japon après la perte de pilotes vétérans lors de batailles précédentes, stimula l'adoption massive de la méthode. Un pilote novice pouvait devenir en quelques jours de formation basique une arme potentiellement mortelle. La pénurie de carburant, l'infériorité technologique et l'impossibilité de soutenir une guerre aérienne conventionnelle firent que des milliers de jeunes furent dirigés vers ces missions sans retour. Pour les autorités militaires, chaque impact réussi justifiait le sacrifice de dizaines de pilotes. Au cours des mois suivants, les kamikazes devinrent un élément permanent de la défense japonaise. Chaque avancée américaine rencontrait une résistance aérienne de plus en plus désespérée. Ce qui avait commencé comme une mesure exceptionnelle devint un pilier central de la stratégie défensive de l'Empire qui espérait infliger suffisamment de pertes matérielles et humaines pour que les États-Unis reconsidèrent une invasion directe de l'archipel. Les attaques, bien qu'elles n'aient pas modifié le cours général de la guerre, obligèrent les Américains à renforcer leurs défenses antiaériennes, améliorer les tactiques d'escorte et adapter les procédures opérationnelles afin de réduire le risque d'impact. La bataille d'Iwo Jima, février-mars 1945. L'ampleur des préparatifs japonais à Iwo Jima était devenue évidente pour les commandements américains avant même le débarquement. Des documents capturés à Saipan et à Tinian, ainsi que des photographies aériennes, indiquaient que l'île était fortifiée à l'extrême. Presque tout dans la topographie favorisait le défenseur. Tunnels creusés dans la roche volcanique, grottes naturelles transformées en bunkers, positions d'artillerie dissimulées et lignes défensives interconnectées, exploitant chaque élévation du terrain. Le général Tadamichi Kuribayashi avait ordonné de ne pas ouvrir le feu prématurément sur la flotte américaine. Il voulait réserver la puissance de son artillerie pour le moment où les Marines auraient mis pied à terre. Il avait disposé sur les murs des bunkers et des fortifications des copies du Courageous Battle Vow, un serment dans lequel les défenseurs s'engageaient à tuer 10 ennemis avant de mourir. L'ampleur de ces défenses conduisit les planificateurs du 5e corps amphibie, sous les ordres du général Harry Schmidt, à demander 10 jours de bombardement naval avant le débarquement. Cependant, l'opération devait coexister avec d'autres priorités dans le Pacifique. La campagne aux Philippines nécessitait un soutien naval constant et l'invasion d'Okinawa absorbait déjà de nombreuses ressources. De plus, Spruance avait décidé de lancer une attaque massive de porte-avions contre Tokyo en même temps que le bombardement d'Iwo Jima, limitant ainsi la disponibilité des navires et des munitions pour appuyer les marines. Après avoir évalué la situation, Spruance n'autorisa que 3 jours de bombardement naval, avec la possibilité d'un 4e jour si les forces sur le terrain le jugeaient nécessaire. Les Marines soutenaient que ce n'était pas la quantité de munitions qui comptait, mais le temps nécessaire pour permettre aux canons lourds d'effectuer un tir délibéré à bout portant contre les fortifications. Leurs objections ne modifièrent cependant pas le plan. La force assignée à l'attaque était le plus grand regroupement d'infanterie de marine jamais déployé sous un seul commandement. Les 3e, 4e et 5e divisions, toutes intégrées au 5e corps amphibie. Les 3e et 4e divisions revenaient de combats intenses dans les Mariannes, tandis que la 5e était une nouvelle division composée en grande partie de vétérans des unités d'assaut et parachutistes des marines. En mer, la force amphibie était commandée par le vice-amiral Richmond Kelly Turner, avec 2 subordonnés responsables du transport, de l'artillerie navale, de la reconnaissance et du soutien aérien. Le 19 février 1945, après le bombardement naval, les premières vagues de marines se lancèrent vers les plages noires de cendres volcaniques d'Iwo Jima. Contrairement à d'autres batailles amphibies dans le Pacifique, la résistance initiale fut bien moindre qu'attendue. Kuribayashi avait ordonné de ne pas ouvrir le feu tant que les plages ne seraient pas saturées de troupes et de véhicules, maximisant ainsi l'effet dévastateur de ses défenses. Lorsque les Japonais ouvrirent finalement le feu, ils le firent depuis des positions totalement dissimulées, produisant un effet paralysant. L'artillerie japonaise martela les zones de débarquement avec une intensité croissante, au point d'atteindre les postes de secours installés sur la plage même. La situation dans le sable volcanique devint chaotique. Les marines peinaient à progresser sur un terrain meuble et escarpé, tandis que les tirs de mitrailleuses et de mortiers pleuvaient depuis des positions invisibles. Les vagues successives se retrouvèrent piégées entre la ligne d'eau et les talus de sable,
et à mesure que les pertes augmentaient, l'ampleur du choc défensif japonais devenait visible. Au matin du deuxième jour, des corps mutilés jonchaient le sol partout, témoignant de la brutalité de la puissance de feu que les défenseurs avaient réservée. Le premier grand objectif terrestre était le mont Suribachi, à l'extrémité sud de l'île. À l'aube du deuxième jour, les 28e marines commencèrent leur avance vers la montagne, tandis que le reste des forces se tournait vers le nord-est pour lancer l'offensive principale le long de l'étroite langue de terre. Suribachi était entouré de grottes, de bunkers et de nids de mitrailleuses, depuis lesquels les défenseurs pouvaient diriger un tir précis d'artillerie et de mortier. Lors de l'attaque initiale, même les chars américains durent se déplacer sans cesse, incapables de s'arrêter pour se réapprovisionner sans attirer immédiatement le feu ennemi. La progression se faisait mètre par mètre. Un schéma tactique se répétait sans cesse. L'infanterie, les mitrailleuses et les semi-chenillés ouvraient le feu sur les bunkers, tandis que les équipes de lance-flammes avançaient pour arroser les ouvertures. L'usage intensif des lance-flammes fut tel qu'une pénurie de combustible spécialisé apparut rapidement. Après 3 jours de combats acharnés, une patrouille du 2e bataillon du 28e régiment de marine, commandée par le lieutenant Harold Schrier, atteignit le sommet du cratère. Ils y hissèrent un petit drapeau américain visible depuis toute l'île et depuis les navires. La vision provoqua une explosion d'émotion parmi les combattants. Des marines exténuées pleurèrent, s'embrassèrent, tandis qu'en mer, les sirènes et klaxons des navires retentirent dans des célébrations spontanées. Le secrétaire à la marine, James Forrestal, observant depuis la plage, dit à Holland Smith « Le lever de ce drapeau sur Suribachi signifie un corps des marines pour les 500 prochaines années. » Cependant, ce premier drapeau ne fut pas celui immortalisé par l'histoire. Peu après, près du sommet, le photographe Joe Rosenthal fut averti qu'un second drapeau, plus grand, allait être hissé. Rosenthal se plaça sur un petit monticule de pierre et prit une photo sur le vif, sans savoir qu'il venait de capturer ce qui deviendrait l'image la plus célèbre de toute la guerre du Pacifique. La photo remporta un prix Pulitzer et devint un symbole du sacrifice des marines, inspirant même le monument en bronze érigé plus tard près du cimetière d'Arlington. Malgré la prise du Suribachi, la lutte à Iwo Jima était loin d'être terminée. Le pire restait à venir dans le secteur nord de l'île, où se trouvaient les principales défenses conçues par Kuribayashi. Là, un terrain abrupt et entrelacé de ravins dissimulait un vaste réseau de tunnels et de positions interconnectées. À mesure que les 4e et 5e divisions avançaient, renforcées par des éléments de la 3e division, elles rencontrèrent un ennemi déterminé à se battre jusqu'à la mort, utilisant des tactiques d'infiltration nocturne, des positions de tir alternées et des contre-attaques précises depuis des cavités souterraines. Chaque mètre gagné coûtait un nombre croissant de vies. L'île entière devint un labyrinthe mortel où les marines devaient nettoyer systématiquement chaque bunker, chaque grotte et chaque tronçon de tranchée. La défense japonaise était conçue pour retarder et user, plutôt que pour repousser complètement le débarquement. Kuribayashi entendait infliger un niveau de perte si élevé qu'il influencerait stratégiquement la planification américaine des futures invasions. Malgré la résistance acharnée, la progression américaine continua vers le nord, détruisant nid après nid, grotte après grotte. La bataille se poursuivit avec la même férocité pendant des semaines, sans répit et sans véritable ligne de front, jusqu'à ce que les dernières défenses japonaises commencent enfin à s'effondrer. Bataille d'Okinawa, avril-juin 1945. Le 1er avril 1945, sous un ciel dégagé au-dessus de la mer de Chine orientale, une force de plus de 1200 navires, avec 190 000 marines et soldats, convergea vers l'étroite et montagneuse île d'Okinawa, point clé situé à 350 milles du Japon. C'était le jour J de l'opération, l'étape finale prévue par le programme stratégique approuvé des mois plus tôt. Après les campagnes de Luçon et d'Iwo Jima, l'étape suivante consistait à dominer le dernier grand bastion avant les îles principales de l'Empire. Des porte-avions et des bases avancées arrivaient des transports, des cuirassés, des croiseurs et des destroyers. L'ampleur de la flotte rivalisait avec celle de la Normandie. À terre, la Xe armée américaine, sous le commandement du lieutenant-général Simon Bolivar Buckner, préparait le débarquement de 2 divisions de l'armée et de 2 divisions de marine sur les plages de Hagushi, sur la côte ouest. Une autre division de marine simulerait un débarquement au sud-est pour disperser les défenses.
Le tout était appuyé par d'autres forces en réserve, prêtes à intervenir si les circonstances l'exigeaient. Alors que cette machine amphibie se mettait en marche, le commandant japonais, le lieutenant-général Mitsuru Ushijima, voyait sa 32e armée perdre des unités expérimentées envoyées vers d'autres opérations. Avec moins de troupes qu'il n'en fallait pour arrêter une invasion d'une telle ampleur, Ushijima avait renoncé à défendre les plages. L'expérience précédente montrait que résister au débarquement ne faisait qu'engendrer des pertes massives sans arrêter l'avancée ennemie. La stratégie serait différente, permettre à l'ennemi d'entrer et le piéger plus au sud, autour de la ville fortifiée de Shuri, où un système de défense profonde, de tunnels, de grottes interconnectées et d'artillerie dissimulée pouvait transformer chaque mètre en un combat d'usure. De plus, le général comptait sur les kamikazes, préparés en grand nombre pour cette bataille, afin de désorganiser le soutien naval et aérien américain et d'isoler les troupes au sol. Le plan japonais fonctionna dans un premier temps. Lorsque les Américains débarquèrent le long d'un front de 7000, ils rencontrèrent une résistance minimale. À la tombée du jour, plus de 50 000 hommes étaient déjà à terre. Les divisions du 3e corps amphibie prirent position au nord et celles du 24e corps avancèrent vers le sud. Ils capturèrent les aérodromes de Kadena et Yontan presque sans tirer un coup de feu, ce qui amena certains à penser que la défense japonaise s'était effondrée. Mais lorsque l'amiral Turner transmit son message optimiste à Nimitz, il reçut une réponse sèche. « Supprimez tout après, je suis fou ». C'était la réalité apparut vers la fin de cette première semaine, lorsque les forces de la 96e division heurtèrent la première ligne défensive japonaise sur les hauteurs de Kakazu Ridge. Ce n'était que l'anneau extérieur des positions de Shuri, mais sa fortification souterraine et son artillerie placée sur les pentes inversées le rendaient presque impénétrable. Pendant près de 2 semaines, division après division américaine attaqua sans obtenir d'avancée décisive. Lors d'une seule attaque, sur 89 hommes, seuls 3 revinrent indemnes. Lorsque les Japonais lancèrent leur propre contre-attaque le 12 avril, ils furent repoussés, mais les combats avaient montré combien la campagne serait longue et sanglante. Alors que les troupes progressaient dans un terrain rempli de ravins, de crêtes et de grottes, des renforts étaient mobilisés. La 77e division, tout juste sortie de la brève mais dure conquête d'Ie-Shima, remplaça la 96e épuisée. À son tour, la première division de marine releva la 27e division de l'armée. Certains commandants espéraient un tournant tactique, proposer un débarquement amphibie à l'extrême sud-est, sur les plages de Minatoga, derrière les lignes japonaises. Le général Bruce de la 77e division insista pour cette manœuvre, se souvenant du succès de son action à Ormoc, mais Buckner refusa de risquer sa logistique. 2 navires de munitions avaient été coulés par des kamikazes, et il craignait d'étendre trop ses lignes d'approvisionnement. Avec le recul, la manœuvre aurait pu accélérer la campagne, mais elle ne fut pas mise en œuvre. Les Japonais tentèrent peu après une contre-attaque plus forte, par de petits groupes cherchant à débarquer par mer, suivis de 3 régiments complets. Ils tentèrent de rompre le front américain, mais ils furent repérés et détruits dans l'eau ou en atteignant la plage. L'offensive terrestre fut décimée, avec entre 5 et 6 000 pertes, contre un peu plus de 700 américaines. Bien qu'affaiblis en défense, les Japonais restaient retranchés à Shuri, où chaque grotte, tunnel et bunker constituait un piège mortel. En mer, la bataille prit une dimension parallèle encore plus féroce. L'aviation japonaise lança des vagues massives de kamikazes depuis Kyushu et Formose. Pour le jour du débarquement, ils avaient rassemblé environ 700 avions, de quoi transformer chaque sortie en menace constante. Lors des premières attaques des 6 et 7 avril, près de la moitié des appareils étaient suicidaires. Des dizaines furent abattus, mais ceux qui parvenaient à franchir le feu anti-aérien causaient des ravages. 3 destroyers, un LST et 2 navires de munitions furent coulés, tandis que 10 autres subirent de graves dommages. Le siège aérien ne s'arrêta pas. Pendant près de 3 mois, l'ennemi lança 10 autres attaques massives. Les destroyers, stationnés sur les points radars, placés à plusieurs milles de la flotte principale pour donner l'alerte précoce, reçurent le poids des assauts. En un seul jour de mai, 4 des 6 navires d'une même station furent coulés. Le destroyer La Fay résista à plus de 20 attaques directes,
9 avions furent abattus, 6 parvinrent à s'écraser contre la coque, 4 bombes atteignirent leur cible, et pourtant le navire continua de combattre et de naviguer, tandis que son chirurgien soignait des dizaines de blessés d'une main mutilée. En mars, avant même le débarquement, le porte-avions Franklin avait été gravement endommagé par 2 bombes qui mirent le feu à son pont rempli d'avions armés. Il perdit près de 1000 hommes, mais parvint à regagner le port par ses propres moyens. Les explosions laissèrent son pont tel un biscuit mordu, mais le navire survécut. Malgré les efforts américains, le harcèlement aérien japonais persista. Les commandements au sol demandèrent que les B-29 attaquent les bases de Kyushu. Bien que les bombardiers ne puissent frapper efficacement les avions camouflés ou dispersés, les missions continuèrent sous la pression de la marine. Mais ni celle-ci ni les opérations aériennes depuis les Philippines ne purent stopper les vagues suicides. Au plus fort de l'offensive, la marine japonaise tenta un geste désespéré. Le cuirassé Yamato, le joyau de la flotte, partit avec un groupe d'escorte pour affronter les Américains. Il n'avait pas assez de carburant pour revenir. Sa mission était de se frayer un chemin, de causer le plus de dégâts possible et de s'échouer à Okinawa pour combattre depuis la terre avec ses canons gigantesques. Il fut repéré par des sous-marins américains et, le 7 avril, près de 300 avions embarqués l'attaquèrent. Sans couverture aérienne, le Yamato fut coulé avec la moitié de son escorte, entraînant environ 3600 morts. À terre, la bataille continua avec une intensité inchangée. Les Américains utilisèrent des équipes combinées de chars et d'infanterie pour percer les lignes japonaises. Les lance-flammes montés sur chars étaient efficaces contre les grottes et tunnels, mais vulnérables aux attaques suicides de soldats munis de charges explosives. L'infanterie devait les protéger tout en avançant pas à pas. Certains soldats remarquaient avec amertume que les tankistes disposaient de plusieurs centimètres d'acier pour se protéger, tandis qu'eux n'avaient qu'une chemise kaki. Finalement, la résistance organisée prit fin le 21 juin. À ce moment-là, environ 7000 soldats et marines américains étaient morts, ainsi que près de 5000 marins dans la campagne maritime. Plus de 70 000 Japonais périrent, ainsi qu'au moins 80 000 civils d'Okinawa, beaucoup pris entre les tirs croisés ou victimes du désespoir de la défense japonaise. Bombes atomiques et reddition japonaise, août-septembre 1945. Le matin du 6 août 1945, 3 B-29 apparurent au-dessus d'Hiroshima. Le bombardier de tête, Enola Gay, piloté par le colonel Paul Tibbets, transportait une arme inconnue conçue en secret au fil d'années de recherches scientifiques et d'immenses ressources industrielles. À 8h15, le bombardier ouvrit ses soutes et largua la bombe. 45 secondes plus tard, une gigantesque boule de feu effaça de la carte une grande partie de la ville. Près de 100 000 personnes moururent sur le coup et des milliers d'autres succombèrent aux brûlures, aux chocs ou aux radiations dans les jours suivants. Quelques heures plus tard, un communiqué de la Maison-Blanche annonçait au monde l'existence d'une nouvelle arme de destruction sans précédent et exhortait le Japon à se rendre ou à affronter une pluie de ruines jamais vue sur la Terre. Tandis qu'Hiroshima brûlait, l'élite politique à Tokyo débattait sans parvenir à un consensus. Le haut commandement militaire insistait pour poursuivre la résistance et pensait que la menace des bombardements ne modifierait pas leur position stratégique. Cependant, les informations interceptées par le renseignement américain montraient que le Japon n'était pas prêt à accepter la reddition inconditionnelle exigée par les Alliés, bien qu'ils reconnaissent sa situation désespérée. À l'aube du 8 août, alors que le Japon n'avait pas encore répondu à la déclaration de Potsdam, l'Union soviétique déclara la guerre. Le lendemain, ses armées lancèrent une offensive massive en Mandchourie, respectant ainsi la promesse faite aux Alliés quelques mois plus tôt. Ce même 9 août, un second B-29 décolla de Tinian avec une autre bombe atomique. Quelques heures plus tard, Nagasaki fut dévastée et environ 35 000 personnes périrent sur le coup. À Tokyo, la direction militaire restait inflexible. Ni Hiroshima, ni l'offensive soviétique, ni la destruction de Nagasaki n'avaient réussi à briser leur position. Ils pensaient pouvoir encore obtenir de meilleures conditions en résistant un peu plus longtemps ou en persuadant Moscou de servir de médiateur pour obtenir des termes plus favorables. Lors de la réunion du Conseil suprême ce même jour, les discussions stagnèrent sans aboutir à un accord. C'est alors que l'empereur intervint personnellement.
un geste extraordinaire dans le système politique japonais. Il déclara sa volonté d'accepter les termes de Potsdam à la seule condition que l'institution impériale soit préservée. Le lendemain 10 août, le gouvernement japonais informa les Alliés de sa disposition à se rendre sous cette réserve. La réponse américaine, rédigée par le secrétaire Burns, affirmait que l'autorité de l'empereur serait soumise au commandant suprême des puissances alliées, laissant ouverte la possibilité de le maintenir, mais sans garantir son statut antérieur. Tokyo reçut ce message avec de nouvelles tensions. La direction militaire revint à la charge pour le rejeter et pendant 3 jours, les discussions se prolongèrent sans solution, tandis que l'aviation américaine continuait de bombarder les villes japonaises. Le 14 août, des avions américains larguèrent des millions de tracts sur Tokyo contenant le texte de la première offre japonaise de reddition et la réponse alliée. Redoutant des troubles, des coups internes ou une désobéissance militaire, l'empereur convoqua un nouveau conseil impérial et réitéra son ordre d'accepter les termes. Il indiqua clairement que poursuivre le conflit n'apporterait aucun avantage et conduirait seulement à la destruction totale du pays. Cependant, certains cercles militaristes tentèrent d'empêcher la reddition. Cette même nuit, des officiers fanatiques de l'armée prirent le contrôle de la division de la garde impériale, assassinèrent son commandant et cherchèrent désespérément les enregistrements du message que l'empereur avait préparé pour être diffusé le lendemain. Ils ne réussirent pas à les trouver. Le coup d'État s'effondra lorsque d'autres commandants refusèrent de se joindre aux rebelles et envoyèrent des troupes loyales pour sécuriser le palais. Plusieurs membres du gouvernement échappèrent de justesse à des tentatives d'assassinat. Le ministre de la Guerre, Hanami Korechika, qui avait défendu l'idée de résister jusqu'au bout, se suicida pour ne pas assister à l'annonce impériale et pour assumer la responsabilité morale de la défaite. Le 15 août 1945, l'empereur s'adressa à la nation à la radio. Son message, soigneusement codé dans un langage archaïque, confirmait que le Japon acceptait la déclaration de Potsdam et mettait fin aux hostilités. Afin d'éviter tout doute ou manœuvre ultérieure, 2 écrits supplémentaires furent envoyés explicitement aux forces armées, leur ordonnant de cesser le combat où qu'elles se trouvent. Des membres de la famille impériale furent envoyés personnellement sur différents fronts pour s'assurer que les commandants obéissaient aux ordres. Après l'acceptation, le gouvernement nomma un nouveau cabinet dirigé par le prince Higashikuni, chargé de superviser la transition et de réduire les risques de violence interne. La présence de la famille impériale à des postes clés visait à garantir qu'aucune nouvelle tentative d'insurrection ne se produise. Finalement, le 2 septembre 1945, dans la baie de Tokyo, des représentants du gouvernement japonais montèrent à bord du cuirassé américain USS Missouri. Là, devant une simple table utilisée comme bureau, ils signèrent l'acte de reddition. Lorsque tous les délégués eurent apposé leur signature, le général Douglas MacArthur prononça quelques mots pour sceller la fin du conflit. La guerre contre le Japon était terminée.